J'ai fait un long voyage pour venir jusqu'à vous. Et si je suis ici, c'est pour vous parler de mon fils. Oh, vous le connaissez, mon fils. Tout le monde le connaît. Son nom, c'est Wolfgang Amadeus Mozart. Pas un pays dans le monde où ce nom ne soit synonyme de génie. Quant à son pauvre père, qu'on le nomme Léopold le Sévère, l'intransigeant ou le tyrannique, le voilà pour toujours cantonné au rôle de coupable idéal. Un père qui aurait dressé ses enfants comme des animaux de cirque, les aurait exhibés, aurait cherché à en tirer profit. Quelle ignominie! Avec Anna Maria Perle, ma tendre et chère épouse, nous eûmes 7 enfants. Et si cela vous paraît extraordinaire, sachez qu'au mi-temps du XVIIIe siècle, c'était monnaie courante. Sur 7 enfants, 2 survécurent. Maria Anna, que je surnommais affectueusement Nannerl, et Wolfgang Amadeus. Toute ma vie, j'ai été un homme honnête, religieux, soucieux de ma famille et remplissant scrupuleusement les obligations de ma charge. D'abord comme violoniste et secrétaire auprès du comte Thurn und Taxis, puis à partir de 1743 comme compositeur et maître de chapelle auprès du prince archevêque de Salzbourg, Hieronymus Colloredo. Toutes mes tentatives pour m'élever au-dessus de cette charge de maître de chapelle furent vouées à l'échec. Mais Dieu, dont les plans échappent au commun des mortels, me réservait un tout autre destin. Nannerl et Wolfgang, dont je me chargeais de l'éducation, montrèrent une précocité musicale hors du commun. À 3 ans, Wolfgang savait lire la musique. À 5, il commença sous mon autorité l'apprentissage du clavecin et très vite, il sut déchiffrer une partition du premier coup, à prima vista, et jouer en mesure avant même de savoir écrire. Nannerl, de son côté, commençait à composer. Ému par ce miracle de Dieu, je décidai de faire connaître au monde leur extraordinaire talent. Nannerl, Wolfgang et Léopold, la famille Mozart lancée sur les routes d'Europe. On dirait les gros titres d'une gazette. Un père et ses 2 enfants parcourant des milliers de kilomètres et trimballant leur mal de Salzbourg jusqu'à Vienne, puis de Vienne à Venise, de Venise à Paris, de Paris à Strasbourg, puis Prague, Munich, Dresde, Stuttgart, Mannheim, Berlin. Des centaines de concerts, des dizaines d'œuvres composées, des attentes interminables dans des corridors glacés pour avoir l'honneur de jouer devant les plus grands souverains de la terre et faire l'admiration de tous. Pour moi, cela dura 15 ans, et pour Wolfgang, cela dure encore. Alors me direz-vous, de quoi vous plaignez-vous? N'êtes-vous pas satisfait? Hélas, la fascination du public pour l'enfant prodige ne dure que le temps de l'enfance. Il faut ensuite gagner sa vie, trouver un poste, remplir ses obligations, avec génie peut-être, mais humblement. Il faut penser à la famille, il faut trouver un protecteur. Alors que Wolfgang avait été un élève obéissant, qu'il avait jusque-là suivi en tout point mes conseils, le voilà pris d'une frénésie d'indépendance, de liberté. Je vous demande un peu à quoi cela ressemble. Trahir la confiance de son père, il n'y a rien de plus déshonorant. Que dis-tu là, misérable vieillard? N'as-tu pas honte de parler ainsi de ton propre fils? De quelle trahison parles-tu?
N'as-tu pas entendu les échos de son ascension fulgurante? N'as-tu pas deviné qu'il serait bientôt le premier des compositeurs de son temps? N'as-tu pas compris que les petits maîtres frémissaient d'effroi à la simple évocation de son nom? Regarde-les, ils fuient les salles de concert pour se répandre en injures et en calomnies, car ils redoutent et reconnaissent son génie. Tiens, assieds-toi là, incrédule vieillard, et écoute. Ah, père! Vous y avez cru, père! Vous y avez cru! Si vous aviez vu votre tête! Nom de Dieu, Wolfgang, qu'est-ce que cela signifie? Es-tu devenu fou? Je vais vous expliquer, père, mais tout d'abord, laissez-moi vous serrer dans mes bras. Si je suis venu... Avouez que l'effet était bougrement réussi, hein? C'est saisissant, vous ne trouvez pas? Pardonnez-moi ce tour, père, mais dans ma dernière lettre, je vous parlais de Don Giovanni. Vous savez cet opéra que je compose d'après le livret de Lorenzo da Ponte. Nous sommes en train de mettre certaines scènes au point. Ceci explique cela. Et quelle dernière lettre? Mais si, père, rappelez-vous, je vous parlais de la scène du cimetière, dans laquelle le commandeur terrifie Leporello. Ce même commandeur qui, devant le refus de Don Juan de s'avouer coupable de mensonge et de trahison, le précipite dans les flammes de l'enfer. Oh. Rassurez-vous, père, en ce qui vous concerne, je vous garde encore un petit peu avec moi. Venez. Incorrigible, tu es incorrigible. Quel bonheur de vous voir à Prague, père. Je pensais que vous ne quittiez plus Salzbourg. Et ma chère sœur, la baronne d'Empire, Anna Maria von Berchtold zu Sonnenburg, m'a écrit que vous étiez souffrant. Je vois au contraire que vous vous portez comme un charme. Ah, je t'en prie, hein. Si tu veux sur le champ faire mourir ton vieux père, montre-toi insolent. Nannerl a fait un mariage qui me fait honneur et fait honneur à la famille. Alors cesse de plaisanter avec son nom et de grâce, écris-lui. Vous étiez comme des jumeaux au clavier et tu ne connais même pas son fils. Et que devient notre cher ami et maître, le prince électeur Colocrado? Coloredo! Et je ne fanfaronnerai pas tant à ta place quand on sait comment le prince t'a fait congédier. D'un coup de pied au derrière, amplement mérité. Et amplement rentabilisé, père. Les noces de Figaro ne font-elles pas sale comble? Hier au soir, le public a bissé tous mes airs. Et pendant que les Viennois me boudent, à Prague, on m'acclame. Mais cela vous est égal, n'est-ce pas? Tout ceci ne vous intéresse plus.
Je ne suis plus le docile petit Wolferle d'autrefois. Était-ce trop vous demander que d'être libre ? Wolfgang, je suis ton père, et en tant que père, je garde sur toi une autorité morale. Je ne peux pas rester aveugle et sourd au bruit qui court jusque dans les rues de Salzbourg. On te dit dispendieux, joueur, volage. On dit que tu as des dettes, que vous changez sans cesse de logement. On dit tant de choses encore. Mais présentez-moi ce « on père », que je lui pète au visage. Oh Léopold, calme-toi. Lors de ma dernière visite à Vienne, il y a 3 ans, j'ai été étourdi par le tourbillon incessant des bals, des concerts et des fêtes. En un mois, nous n'avons pas passé un seul repas en famille. Tu dis que je ne connais ni Constance, ni mes petits-enfants. Mais comment le pourrais-je ? Ne t'ai-je pas appris qu'il n'y a pas d'ordre sans discipline, pas de bonheur en ménage sans une économie rigoureuse ? Mais vous voulez savoir comment je vis, père ? Vraiment ? Oh ! À 6 heures du matin, je suis toujours déjà coiffé. À 7 heures, complètement habillé. Je compose jusqu'à 8 heures. Ensuite, de 9 heures à 1 heure, j'ai mes leçons. Ensuite, je mange vers 2 ou 3 heures. Puis après, je ne peux rien faire avant 5 ou 6 heures parce que je suis souvent empêché par une académie où le public vient nombreux. Sinon, je compose jusqu'à 9 heures. Ensuite, je passe du temps avec ma chère Constance. Et puis après avoir soupé, je me remets à travailler de 11 heures à 1 heure du matin. Et je me lève à 6. Voilà le prix de l'argent lorsque l'on n'est pas à la solde d'un prince. Voilà le prix de la liberté. C'est pour ça que votre fils, comme le dit Joseph Haydn, est le plus grand compositeur parmi les vivants d'aujourd'hui. Tu as grandi, Wolferle, et je ne m'en suis pas aperçu. La fin de ma 67e année et le début de ma 68e ont produit dans mon organisme un grand bouleversement. C'est tout naturel, les années ne nous rajeunissent pas. Je crois qu'il en est de même pour l'esprit. Ai-je été un mauvais père ? As-tu manqué d'amour ? La nuit tombe sur votre vie, père, et je ne suis pas devenu le fils que vous espériez. Je vous en demande pardon. Mais l'aurais-je été davantage
si j'avais cédé à vos désirs en restant au service de l'archi-imbécile Coloredo, en devenant un bon tâcheron de la musique et en acceptant toutes les humiliations que vous avez vous-même subies, aurais-je rendu justice à mon génie? Si je m'étais plié à votre volonté, cela n'aurait rien donné de bon et vous le savez. Vous m'avez reproché de négliger mon travail en fréquentant la famille Weber, famille dont vous méprisiez le mode de vie bohème, d'avoir épousé Constance sans attendre votre consentement. Une fois marié, vous m'avez reproché de la négliger, de trop aimer les cantatrices et de succomber trop souvent au poison de leur charme. Vous nous avez reproché de ne pas venir à Salzbourg pour nous installer avec vous, mais Vienne est ma ville, père. La ville où j'ai mes amis, la ville où le public comprend ma musique. À Vienne, mes compositions me rapportent beaucoup. Je dois dire que j'ai plus de commandes qu'il ne m'est possible d'en satisfaire. Et pour chaque chose, j'ai 5, 6 éditeurs et davantage, si le cœur m'en dit. On ne négocie plus avec moi. J'exige qu'on paie. Je ne suis plus un courtisan. J'ai passé mon enfance sur les routes, père. Je n'ai jamais eu de maison. J'ai vécu 20 ans à vos côtés, sous votre seule autorité. Je ne vous en blâme pas, bien au contraire, car en me ligotant à vous, vous avez libéré mon esprit. En séjournant dans tant de pays, en me confrontant à tant de musiques, tant de styles, tant de publics différents, vous m'avez contraint à avancer, à remettre sans cesse ma musique en question. L'étude de Bach, Handel, Couperin, que j'ai partagé avec vous, m'a fait découvrir un monde que je ne soupçonnais pas. J'ai réussi au cours du temps une synthèse unique entre cette ancienne musique savante et la musique galante que l'on pratique à la cour. La musique que je fais aujourd'hui, celle que je ferai demain, est difficile, exigeante, mais à l'écoute, cela ne se remarque pas, on ne sent pas l'effort. Elle scintille au soleil comme des perles de rosée, passe au-dedans de vous, comme le vent à travers les feuilles d'un arbre, et n'en déplaise aux longues oreilles, monte vers le ciel pour aller faire danser les anges. Je ne suis qu'un vieux fou, Wolferl. Je suis un homme d'un autre temps, du temps des lois sacrées de la famille. Ce n'est pas avec toi qu'il faut que je me réconcilie, mais avec moi-même. Te souviens-tu de notre voyage à Paris?
Comment pourrais-je l'oublier, père? Votre grand jeu avec Nanerle, c'était d'appeler les porteurs d'eau par la fenêtre, d'aller les guetter dans l'escalier, et quand ils approchaient de la porte de notre appartement, vous vous précipitiez dans la salle de musique et entamiez une marche triomphale à 4 mains. Nous ne voulions pas croire que nous allions boire l'eau noire de la Seine. Et te souviens-tu de ce concert à Versailles, du roi et de la reine, et de mes pieds qui ne touchaient pas le plancher? Te souviens-tu que l'on me défia de transcrire un morceau à prima vista, et que la rumeur courut que j'étais un sorcier? Et ton élégante révérence, que nous avions répétée pendant 1 heure dans le salon de Madame de Choiseul. Et comme les dames de compagnie de la reine gloussaient en voyant ton joli costume doré, « C'est le petit Mozart, l'enfant prodige !» entendait-on chez les courtisans. Nous avions patienté pendant 1 heure dans une antichambre glacée, et quand vous avez enfin pu vous mettre au piano, ta sœur et toi, vos doigts étaient tellement engourdis que vous avez joué le début de la sonate 3 fois plus lentement. Vous souvenez-vous du fou rire que nous avons eu avec Nanerle? Vous nous avez fait les gros yeux, mais vous n'avez pas pu vous retenir de rire. Et tout le monde a ri avec vous. Puis, nous nous sommes peu à peu réchauffés. Nous avons redoublé de virtuosité, suscitant des bravos enthousiastes et des baisers. Et puis, après avoir pris congé de leur majesté, je vous ai conduit sous les arcades du Palais Royal manger des gaufres. Vous étiez heureux parce que des dames nous reconnaissaient et nous saluaient avec un grand sourire. Le soir, je vous ai mis au lit. La fatigue a terrassé Nanerle, mais toi, tu ne voulais jamais me quitter sans m'avoir chanté « Orania figata fa » juché sur le tabouret du salon. Ensuite, tu as bondi et posé un baiser sur le bout de mon nez. Quand nous sommes partis en voiture de Paris pour rejoindre Strasbourg, nous avons été pris dans une tempête de neige du côté de Clermont en Argonne. Notre cocher a voulu forcer l'allure pour tenter de rallier une auberge avant la nuit, et soudain, sous l'extraordinaire traction des chevaux, notre voiture s'est mise à craquer de toutes ses jointures. Vous hurliez au cocher de ralentir, mais votre voix était emportée par le vent. Et puis, un chaos formidable nous a fait valser en l'air. Oh non, Wolfgang, non, non. En voilà, c'est... Les meilleures plaisanteries sont les plus courtes, et j'ai eu pour aujourd'hui mon comptant d'émotion. Eh bien, messieurs, que se passe-t-il?
En voilà un remue-ménage. Josépha, je vous prie de m'excuser. Wolfgang m'a mis les nerfs sans dessus-dessous. J'ignorais que vous étiez à Prague, mon cher Léopold. Et ce n'était pas prévu. Wolfgang n'est pas là, nous avions rendez-vous. Votre père a raison, vous êtes incorrigible. Vous m'avez provoqué, me voilà. Je ne suis pas le genre de femme qui se dérobe. Mais votre père n'est sans doute pas au courant de notre petit marché. Je ne suis jamais au courant de rien. Vous connaissez ma villa sur les hauteurs de Prague? Oh oui. C'est là que réside en ce moment monsieur votre fils pour quelques jours. Eh bien, figurez-vous qu'il a fallu que je l'enferme à double tour de clé dans sa chambre avec une plume, du papier à musique et un encrier pour qu'il consente à écrire una aria sur le texte Bella mia fiamma, addio. Oh. Il s'est exécuté en 1 heure. Et pour se venger de moi, savez-vous ce qu'il a fait? Il a inséré au morceau quelques passages difficiles en me menaçant de détruire la partition si je ne parvenais pas à la déchiffrer à prima vista sans commettre aucune erreur. Croyez-vous que ce soit méchant? Plutôt amusant. Ah, justement, attention, l'encre est à peine sèche. J'y ai ajouté les petits passages en question. Asseyez-vous, père. Questo passo è terribile per me, è terribile, terribile, è terribile per me. Oh, questo affanno, questo passo è terribile per me, è terribile, terribile, è terribile per me, è terribile per me, è terribile per me. Bravo! Bravo. Vous avez entendu, père? Et à prima vista, sans avoir jamais vu la partition, à la grande Josepha Dubček, dont l'expressivité et la souplesse vocale rendent justice au génie de Wolfgang Amadeus Mozart. Vous me faites rougir. Et maintenant, père, tous au concert. Vous nous suivez, bien sûr. Car ce soir, nous assistons à la création de ma 38e symphonie par un orchestre extraordinaire. Et ce que vous allez entendre marque, je crois, une nouvelle étape dans l'histoire de ma musique. Et oui, vous allez entendre une symphonie d'un nouveau genre, non pas en 4, mais en 3 mouvements. Et oui, je vous vois froncer les sourcils, pas de menuet. J'ai opéré dans cette symphonie cette fusion des styles dont je vous parlais tout à l'heure. Et le résultat est d'une complexité inouïe, mais s'il est du travail, cela ne se sent pas. La musique coule, simple, limpide, évidente. Chacun peut se dire en écoutant cela qu'il aurait pu le composer lui-même. Voilà le secret. Musique! En prélude à la symphonie, vous nous ferez la grâce d'interpréter votre air et le triomphe sera complet. Père, nous y allons. La vie est belle, père. Les temps mauvais sont révolus. Restez quelques jours avec moi. Venez, Josepha. À prima vista. À prima vista.